Europe 1. Punchline. Patrice Boisfer. À 19h passé de 20 minutes, merci encore de votre fidélité. La suite des Punchline, place à présent au débat avec Gilles Montré. Bonsoir Gilles, qui est essayiste, ancien diplomate à Moscou et président d'Electis. Vincent Hervouette, éditorialiste chez Europe 1, nous a rejoint. Bonsoir à tous. Relève toujours. Louis Dragnel, qui est chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à tous. Bonsoir mon cher Louis. Et William Tay, bonsoir. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Vous le savez, c'est pas un secret. Plus que 3 jours avant ce moment tant attendu, le moment décisif, le second tour de l'élection présidentielle. C'est donc dimanche, avec le spectre de l'abstention, le spectre également concernant les indécis. Pas sûr que le débat hier soir ait véritablement changé la donne. Les deux candidats ont jusqu'à demain soir, minuit, pour marquer les esprits. C'est notamment le cas de Marine Le Pen, Louis Dragnel, qui est en train de faire son meeting en ce moment même du côté d'Arras. On a vu, dit-elle, un Macron nonchalant, condescendant, allusion du coup au débat, et d'une arrogance sans limite. Un président ne devrait pas se tenir comme cela. Son attitude, son dédain, c'est celui avec lequel il traite les Français depuis bientôt 5 ans. Pour sa base, j'entends le message, mais va-t-elle rassembler ? Alors là, va-t-elle rassembler ? Je pense qu'on aura la réponse dimanche soir. Mais là, la stratégie, c'est vraiment de jeter ses dernières forces dans la bataille. Vous l'avez dit, c'est son dernier meeting. Une grosse journée à Arras. Et puis d'ailleurs, elle sera demain matin invitée de la matinale, dernière matinale exceptionnelle sur Europe 1. Pendant une heure d'interview. Exactement, voilà. Donc c'est vraiment un entretien que je vous invite à écouter attentivement. Et donc voilà, l'enjeu du débat d'hier soir, c'était on l'a déjà dit un petit peu, mais c'était de déjà laver un peu l'affront, enfin la déception du débat de 2017, et puis voilà, essayer de tenir tête face à Emmanuel Macron, essayer de montrer sa différence, montrer la différence de son projet, sa singularité. Et donc aujourd'hui, voilà, elle est dans un meeting avec des militants chauffés à blanc. Elle est très combative. Pour l'instant, en tout cas, c'est un discours relativement classique, même si elle cogne beaucoup Emmanuel Macron. Vous l'avez dit, sur l'arrogance, sans limite, c'est ce qu'elle dit. Un président ne devrait pas se tenir comme ça. Et donc, l'enjeu aussi pour elle, parce que quand on écoute les proches de Marine Le Pen, ils sont conscients que ça va quand même être assez compliqué pour inverser la tendance d'ici dimanche soir. La surprise, la victoire de Marine Le Pen n'est pas impossible, mais aujourd'hui, quand on regarde les sondages, elle paraît assez peu probable. Et l'enjeu, du coup, il y en a un quand même si il s'agit d'une défaite pour elle. Eh bien, c'est le nombre de voix. C'est-à-dire que dimanche soir, eh bien, ce sera peut-être une victoire aussi, même dans cette défaite, si c'est une défaite, parce que ce sera peut-être l'élection où le Rassemblement national aura rassemblé le plus de voix. Je vous donne quelques chiffres récents. À l'élection de 2017, Marine Le Pen avait récolté 10 638 000 voix au deuxième tour. Et donc là, pour le Rassemblement national, en tout cas dans l'état-major de Marine Le Pen, ils aimeraient beaucoup dépasser ce record et atteindre les 11, 12, 13 millions de voix. Et ce serait déjà un succès pour eux. Matinale demain sur Europe 1, exceptionnelle, d'ailleurs en codif avec CNews, avec l'invité exceptionnel qui n'est autre que Marine Le Pen au micro de Sonia Mabrouk et de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui parle en ce moment, elle est en meeting à Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk demain matin. Marine Le Pen qui est en meeting en ce moment à Arras. Vous écoutez, vous suivez la candidate du Rassemblement national, mon cher Victor Chabert, et elle tape, sans surprise, très fort sur Emmanuel Macron. Oui, vous l'avez dit, Patrice, sur sa posture et son attitude, mais la candidate RN a longuement attaqué le système, disant qu'elle était la seule alternative, une alternative populaire et sociale. Je cite, « Nous ne voulons pas laisser les logiques de l'argent, celles des banquiers et des cabinets de conseil américains, nous indiquer le chemin. Ils nous mèneront vers l'isolement, la discorde et l'abîme. » Des mots clairement prononcés pour séduire l'électorat mélenchoniste. Mais elle s'est aussi adressée aux abstentionnistes en tentant de se poser comme la représentante de la majorité silencieuse. Et elle a martelé, nous sommes la voix et l'âme de la majorité silencieuse, la majorité trop gentiment silencieuse. Mes amis, si la majorité silencieuse décide de sortir de son silence en votant, elle triomphera. Elle est ensuite revenue avec sa formule habituelle. Si le peuple vote, le peuple gagne. Donc, on voit très bien qu'ici, la cible de Marine Le Pen dans son discours, Victor Chabert à Arras qui suit la candidate du Rassemblement national pour Europe 1. Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou. On a beaucoup parlé de ce débat hier soir, 2h50 de joute verbale. On a beaucoup aussi entendu qu'elle a peut-être perdu le débat sur le fond, mais pas sur la forme. Et la forme, en 2022, ça compte ou pas ?
Mais la forme dans tous les débats, elle compte énormément, puisque on juge énormément sur les attitudes. On se souvient que le débat de 2017 avait été vécu comme très agressif des deux côtés. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Emmanuel Macron, comme Marine Le Pen, cherchent en fait à gommer ce qui aurait pu être les défauts d'hier soir. Alors, Emmanuel Macron a pu paraître très offensif, voire agressif, un peu trop dans les chiffres. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va au contact des milieux populaires. Il est à Saint-Denis et puis il parle d'unité. Il dit « je suis ». Ce qui est très important, c'est de refaire de la conciliation, c'est de réunir la nation. Et inversement, Marine Le Pen a pu paraître un peu en retrait, un peu trop consensuelle. Elle est très combative. Aujourd'hui, elle reprend une position plus verticale à sa tribune et elle cherche à cliver. L'un et l'autre, d'ailleurs, nous indiquent c'est un débat, c'est un choix de civilisation. Un choix de civilisation. Alors, terme un peu étonnant quand on a vu le débat d'hier, parce que le débat d'hier, ça n'avait pas vraiment l'air d'être un débat de civilisation. C'était un débat de chiffres, un débat de petites mesures, voire de mesurettes. Et aujourd'hui, on essaie de relever le niveau en disant non, attendez, on s'est un peu trompé, regardez, c'est un vrai choix de civilisation, parce que le risque, c'est l'abstention. On n'a jamais eu aussi peu de téléspectateurs que le débat d'hier, que là, pour la plupart, ont décroché en cours d'émission, et que à force d'avoir un débat qui ne s'est jamais vraiment noué sur les vrais problèmes de fond, le risque, c'est que dimanche, ce soit les abstentionnistes qui fassent l'élection. En moins d'une minute, William Tay, s'il vous plaît, président du think tank Le Millénaire. Est-ce qu'elle dit aujourd'hui, elle parle notamment, Marine Le Pen, de second mandat Macron, qui serait synonyme de saccage social. Est-ce qu'elle dit tout fort aujourd'hui, ce qu'elle aurait peut-être dû dire un peu plus fort hier au débat ? Oui, je pense, parce qu'en fait, Emmanuel Macron, dans son programme qu'il a envoyé à l'Union européenne et son programme présidentiel, il prévoit 75 milliards d'euros d'économies pour réduire le déficit public de 4,2 à 1% d'ici la fin du quinquennat. C'est-à-dire, en termes concrets, c'est-à-dire qu'il supprimerait à peu près l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale, voire plus. Et donc, du coup, en termes équivalents, alors que Marine Le Pen fait campagne sur le pouvoir d'achat, ça signifierait pour les Français soit une réforme de l'assurance chômage, soit une réforme des retraites, soit une réforme de la protection sociale à terme équivalent. Et donc, du coup, par conséquent, ça parle à son électorat. Mais Marine Le Pen, en fait, ce qu'elle cherche à faire dans le discours qu'elle a tenu aujourd'hui et dans le discours qu'elle a tenu hier, c'est en fait faire un mouvement coalition type 5 étoiles et les gars en Italie, c'est-à-dire l'alliance entre Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Donc elle parle aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont populaires et qui contestent Emmanuel Macron en raison de sa politique libérale. Et c'est pour ça qu'elle assiste sur ce thème-là. Et je dois vous clipper, mon cher William Tay, puisque je suis un peu le gardien du temps aujourd'hui, effectivement. Jean-Michel Chrono, en cette dernière ligne droite, vous le savez bien. On est en période d'équité. Vous restez avec nous. Punchline revient dans un instant. On va parler de la situation en Ukraine au 57e jour de guerre là-bas. Vous restez avec nous, tout de suite. Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer. 19h passées de 31 minutes, merci encore de votre fidélité. La suite des débats de Punchline avec Gilles Montré, qui est président d'Electis, essayiste et ancien diplomate à Moscou, avec Vincent Hervouet, qui est éditorialiste chez Europe 1, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et William Tay, qui est le président du think tank Le Millénaire. On parlait bien sûr de cette dernière ligne droite entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron que l'on a vu cet après-midi du côté de Saint-Denis et parler notamment de la question du logement, et Marine Le Pen qui parle en ce moment, elle est à Arras dans le Pas-de-Calais, ce meeting Gilles Montré où elle dit notamment que pour faire barrage, on ne s'abstient pas, il faut absolument aller voter. Toujours ce message qu'elle martèle depuis de nombreux jours. Oui, Marine Le Pen, beaucoup plus qu'Emmanuel Macron, cherche à parler aux abstentionnistes. D'abord parce qu'on sait qu'elle a des réserves de voix. L'abstention en France est très différenciée. Il y a beaucoup plus d'abstention chez les plus jeunes, chez les catégories populaires et les classes moyennes. Or, c'est là qu'il y a des réserves de voix pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron, on sait, est plutôt en tête chez les plus de 50 ans, est extraordinairement en tête chez les retraités, qui sont des populations qui votent énormément. Donc, elle cherche à les faire voter. Et puis, par ailleurs, au-delà de cette cuisine électoraliste, elle a un discours, depuis le début, autour de la participation citoyenne, autour du référendum, quand elle dit « si vous n'allez pas à la politique ira à vous », c'est ce qu'elle vient de dire dans le meeting. Cette idée qu'il va falloir faire de la démocratie autrement et que les abstentionnistes ont peut-être raison de s'abstenir dans un système qui est peut-être usé aujourd'hui, mais il va falloir trouver de nouveaux moyens d'expression. Elle le dit, simplement, elle le dit d'une manière qui est à sa main. C'est-à-dire qu'elle le dit en disant « nous, on va créer cette république référendaire qui est une république, en fait, plébiscitaire ». Donc elle dévoile l'instrument. Mais néanmoins, elle touche juste sur ce sentiment des abstentionnistes de ne pas être écoutés. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, le travail doit être reconnu et il doit surtout payer. Voilà ce qu'elle vient de déclarer, la candidate du Rassemblement national en meeting à Arras. Après son débat hier sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'elle est encore
audible, crédible justement sur cette question du pouvoir d'achat, elle qui s'est autoproclamée candidate du pouvoir d'achat. En fait, ça dépend d'où on se place. Moi, ce que j'ai trouvé assez frappant hier soir, si vous êtes plutôt CSP+, si vous êtes urbain, vous êtes plutôt sensible global. Enfin, ici, la question de votre portefeuille compte énormément. Vous êtes plutôt sensible au discours d'Emmanuel Macron. Et je crois vraiment que pour beaucoup de Français qui ont trouvé parfois un peu insupportable, très arrogant Emmanuel Macron, eh bien, sur les mesures de pouvoir d'achat, Marine Le Pen s'est présentée à afficher un visage et un discours dans lequel beaucoup de Français des classes populaires se reconnaissent. Ouais. Elle a parlé assez simplement, de manière assez basique, et puis il y a deux manières totalement différentes de voir les choses. Je pense que le débat d'hier ne va pas faire changer d'avis ceux qui comptent voter pour elle sur ces questions de pouvoir d'achat. Ah non, je pense pas. Enfin, de toute façon, lors de ce type de débat, globalement, les partisans d'Emmanuel Macron le regardent pour se féliciter, se satisfaire de leur vote, ou se conforter dans leur vote, et c'est à peu près la même chose pour les électeurs de Marine Le Pen. Et ensuite, il y a toujours la question qu'on évoquait tout à l'heure, sont les indécis qui regardaient le débat pour se faire un avis. Et donc là, pour le coup, il y a peut-être une bascule, mais c'est beaucoup trop tôt pour le savoir. Mais ce que j'ai trouvé intéressant quand même, notamment, il y a quand même deux approches très différentes. Il y a Marine Le Pen qui propose une TVA à 0% sur un certain nombre de produits de première nécessité. Et de l'autre côté, c'est une autre philosophie, une autre manière de voir les choses. Emmanuel Macron qui propose des chèques, en fait, des sortes de pansements ponctuels pour répondre à des crises. Et forcément... Des chèques et le plein emploi, voilà. Oui, et forcément, et d'ailleurs, l'échange était vraiment intéressant, parce que Marine Le Pen expliquait, vous allez voir votre banquier, vous dites, voilà, j'ai eu une prime, et est-ce que je peux emprunter telle somme ? Le banquier dit, c'est très intéressant, bravo pour votre prime, mais on n'intégrera pas votre prime dans le montant du prêt qu'on peut vous accorder. Et je pense que ce type de débat, ce type de propos, peut parler à un électorat populaire, à des gens qui souffrent vraiment, qui se sentent déclassés, qui ont peu de moyens. Donc, je crois vraiment que sur la question du pouvoir d'achat, pour les gens qui en ont vraiment besoin, elle a été assez convaincante. Quel message William Tell doit-elle marteler, la candidate du Rassemblement national ? Il lui reste un petit peu plus de 24 heures maintenant. Le message qu'elle doit marteler, c'est de dire aux électeurs de gauche de Mélenchon qui comptent voter Macron, ne votez pas pour Macron parce qu'il va vous arnaquer. Et contrairement à ce que les gens disent, je ne suis pas pire qu'Emmanuel Macron. C'est à peu près le message qu'elle essaie de faire transparaître à ses différents discours en disant qu'elle a plus de proximité avec Jean-Luc Mélenchon sur la question sociale que Jean-Luc Mélenchon avec Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qu'elle doit dire aussi, c'est aux électeurs de droite qui seraient tentés de voter Emmanuel Macron. Regardez, Emmanuel Macron commet des dérives, notamment sur le modèle de société. Il se dirige vers un modèle multiculturel. C'est ce qu'elle a abordé hier en parlant de la question du voile, alors que moi, je serais capable de régler les problèmes de société. En fait, elle doit rattirer avec elle les électeurs de droite et neutraliser les électeurs de gauche qui compteraient voter Emmanuel Macron au deuxième tour. Et après, il y a un troisième élément, parce qu'en fait, quand on prend en compte les reports de voix du premier au second tour, on voit qu'il y a 40% des électeurs de Mélenchon qui s'abstiennent, 30% des électeurs de Pécresse qui s'abstiennent, 20 d'Hidalgo et environ 20 de Yannick Jadot. Mais par contre, vous avez un taux de participation au second tour qui est équivalent au premier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas voté au premier tour qui vont voter en second pour compenser ces abstentionnistes. Et ces électeurs-là, personne ne sait en fait qu'est-ce qu'ils sont. La carte du Monde indique notamment qu'en fait, il y a une abstention supérieure à la moyenne nationale en Côte d'Azur, et c'est un réservoir de voix pour Marine Le Pen, mais sur des thématiques de droite. Par contre, il y a aussi un réservoir de voix dans les Hauts-de-France qui est plutôt sur l'électorat populaire. Et c'est pour ça que moi je disais tout à l'heure, ce qu'elle essaye de faire, c'est de joindre les deux bouts de l'omelette, un peu comme Emmanuel Macron qui avait parlé au centre-gauche, au centre-droit, sauf qu'elle parle à l'extrême-gauche et l'extrême droite en faisant la coalition, un peu comme sur le modèle italien, entre le mouvement 5 étoiles et la Lega de Matteo Salvini. C'est joindre sur le côté droite le régalien, l'identitaire et la société et la civilisation, et sur le côté gauche, le combat contre le libéralisme, la mondialisation, le pouvoir d'achat et les questions démocratiques et des questions de participation, un peu ce qu'ont porté les Gilets jaunes en novembre 2018. Allez, on referme sans plus tarder cette page consacrée à cette élection présidentielle. On va s'intéresser à la guerre en Ukraine, 57e jour de guerre. Vladimir Poutine assure que ses forces ont pris le contrôle de la ville de Mariupol, qui tenait tant bien que mal les stades depuis près de 2 mois. Entretien avec son ministre de la Défense diffusé aujourd'hui à la télévision russe, mais ce n'est pas vraiment le sentiment d'un certain Joe Biden. Je vous propose d'écouter les précisions du président américain. Il n'y a aucune preuve pour l'instant que Mariupol soit complètement tombé. Une chose est sûre, il faudrait que Poutine autorise les couloirs humanitaires pour permettre aux gens de cette Assyrie et aux personnes ensevelies sous les décombres de sortir. C'est ce que ferait n'importe quel chef d'État dans une telle circonstance.
Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, sur cette affaire, si je puis dire, Mariupol. Est-ce qu'il faut prendre les propos de Joe Biden pour argent comptant, ou vous faites plutôt confiance aux propos de Vladimir Poutine aujourd'hui, qui dit que Mariupol est prise? Peut-être ni l'un ni l'autre. On est dans une communication de toute façon. Depuis le début des deux camps, c'est classique dans une forme de propagande de guerre. Évidemment que Vladimir Poutine indique qu'il a pris Mariupol. On se souvient qu'il voulait déjà, qu'à l'approche des échéances du 9 mai, il veut pouvoir montrer qu'il y a eu des victoires, et celle de Mariupol est la plus symbolique. Biden est dans la rhétorique complètement inverse. Rappelons que Biden, lui, fait face à des élections internes à l'automne, donc il est très important de montrer qu'au contraire, c'est les États-Unis avec l'Ukraine qui gagnent la guerre, qu'il y a de la résistance, que rien n'est fait. Ce qu'on voit en filigrane derrière, c'est qu'on est quand même passé dans une toute autre, dans une nouvelle phase de la guerre en Ukraine depuis 15 jours, et là c'est le symbole autour de Mariupol. On est dans la guerre sans alternative. On est depuis 15 jours sur un conflit dont on ne voit pas d'autre issue que la victoire militaire de l'un ou de l'autre. Et la rhétorique russe est en train de montrer qu'ils sont en train de gagner cette guerre, et les Ukrainiens sont en train de dire mais non, pas du tout, nous allons gagner la guerre. On ne parle plus de négociations, on ne parle plus de compromis possibles pour obtenir un cessez-le-feu. La rhétorique américaine est devenue exclusivement guerrière, avec une escalade sur des livraisons d'armes qui sont effectivement passées de défensive à offensive. Et à côté de ça, l'Union européenne, j'ai envie de dire, se retrouve comme depuis quelques semaines, un peu en panne de stratégie, suivant les Américains pour fournir des armes, sans être capable de, à la fois, ni être une partie tierce de négociation comme l'est la Turquie, ni être capable de tracer un chemin de sortie de crise pour l'Ukraine, y compris à travers l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et donc tout ce qu'on a, c'est Charles Michel qui vient à Kiev et qui n'a en fait pas grand-chose à dire. Alors il y a toute cette propagande, Vincent Hervouet, éditorialiste chez Europe 1, d'un côté et de l'autre bien évidemment, mais la prise de Mariupol au final, est-ce que ce n'est pas qu'une question de temps ? La ville, si vous voulez, le déni, la dénégation de Joe Biden sont assez étranges. Il dit, on n'a aucune preuve que Mariupol soit tombé. La ville est tombée. Ce qui n'est pas tombé, c'est le dernier carré des combattants qui est retranché à l'intérieur de cette immense usine métallurgique. Il serait 2000 combattants sous terre avec 1 millier de civils en plus, d'après les dirigeants ukrainiens, 1 millier de civils et quelques centaines de blessés. C'est une scène assez dantesque qu'il faut imaginer. On a entendu ce matin le président, on a vu Poutine flanqué de son ministre de la Défense, vous savez, Sergueï Shoigu, qui avait disparu un temps. Oui, on était inquiets, il lui donne des consignes. C'est extraordinaire parce qu'on voit donc Poutine se met en scène en commandant en chef, et dans cet exercice viril, il se veut à la fois plein de sagacité, de sagesse et en même temps une forme de magnanimité. Alors il dit à son ministre, il faut pas pénétrer, il faut penser à la vie et de nos soldats et de nos officiers. Il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes et ramper sous terre, bloquer toute cette zone, que pas une mouche ne passe. Alors, bon, il y a à la fois l'économie des hommes, très bien. On vient de découvrir qu'il y avait pas mal de conscrits qui avaient disparu avec les matelots du Moskva et qui sont passés par profits et pertes, qui ont disparu, ce qui se provoque des grincements de dents. Mais là, on voit que le commandant en chef a tous vraiment est très économe de ses hommes. Et pas une mouche ne doit passer. Donc il s'agit de les affamer, ces gens qui sont retranchés à l'intérieur de l'usine. Et la reine des mouches, c'est-à-dire le commandant en second du bataillon Azov ou du régiment Azov, lui, sur Telegram, explique « Donnez-nous des garanties internationales pour qu'on puisse sortir et qu'on ait la vie sauve ». Et personne n'est évidemment capable aujourd'hui de donner une quelconque garantie à ces hommes qu'ils vont survivre. C'est là où la diplomatie devrait pouvoir enfin jouer un rôle et pas se contenter de livrer des armes aux Ukrainiens. Vous parlez notamment de la perte du Moskva. On va parler de cette démonstration de force avec ce lancement dans un instant de missiles réussis, surnommé le Satan 2. Rien que ça. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1,
Punchline. Patrice Boisfer. 19h passées de 45 minutes, 57e jour de guerre en Ukraine. On continue à en parler avec Gilles Montric, essayiste, ancien diplomate à Moscou, Vincent Hervouet, qui est éditorialiste européen, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et William Tech, qui est le président du think tank Le Millénaire. Moscou, on en parlait, mon cher Vincent Hervouet, qui revendique la prise de Mariupol, ville portuaire du sud-est du pays. Vladimir Poutine qui ordonne d'assiéger les derniers combattants ukrainiens plutôt que de donner l'assaut sur Azovstal, ce site industriel où ils sont justement retranchés. Écoutez, le président Vladimir Poutine. La fin du travail de libération de Mariupol est un succès, félicitations. Envoyez nos remerciements aux troupes. Concernant la zone industrielle, je considère que l'assaut n'est pas approprié, j'ordonne de l'annuler. Il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes et ramper sous terre à travers ces installations industrielles. Bloquer toute cette zone de manière à ce qu'aucune mouche ne passe. Bloquer cette zone, Vincent Hervouet, éditorialiste. Oui, c'est beaucoup plus qu'aucune facile. mouche ne passe. Il y a deux choses bloquées. Bon, et il y a une évidence, c'est que aller chercher sous terre des gens qui sont retranchés dans des sous-sols blindés, fortifiés, où ils attendent depuis des semaines, en tout cas des jours, l'ennemi, ce n'est pas une partie de plaisir et personne, vous risquez d'avoir de lourdes pertes. Il est plus facile d'enfumer l'ennemi, de l'empoisonner ou simplement de l'affamer. Donc vous bloquez la zone et vous empêchez qui que ce soit de sortir. Vous êtes sûr à terme de gagner. Le problème, c'est que les combattants qui sont retranchés là, eux, continuent de communiquer, réclament de déposer les armes et de se rendre. Du moins, non, et justement, je me trompe, ils réclament de se rendre, mais sans déposer les armes, parce qu'ils veulent protéger les civils qui sont avec eux. Alors, vous pouvez considérer que ces civils sont des boucliers humains, mais vous devez en tout cas entendre la demande qui est formulée, qui est relayée par la présidence ukrainienne, à savoir qu'il y ait des gens qui garantissent que cette reddition se passe dans les formes et qu'ils ne soient pas collés au mur et exécutés sommairement comme des mouches, comme on liquide effectivement des insectes. Et c'est la deuxième phrase, c'est le deuxième mot important dans le discours de Vladimir Poutine, c'est la réduction de l'ennemi à un cafard, à une mouche, à une bête, à un sous-homme, à un nazi auquel on peut faire subir toutes les tortures, quoi. Louis Dragnel, est-ce que cette guerre en Ukraine, 57e jour, on le rappelle, est passée un petit peu au second plan au vu de la campagne présidentielle, puisque forcément on est dans la dernière ligne droite et à n'en pas douter, peut-être que dès lundi, dès mardi, ça fera de nouveau les gros titres pour le président ou la présidente. Ce qui est sûr, c'est que oui, notre actualité nationale, il est en train de se dessiner une nouvelle page d'histoire de notre pays à travers cette élection présidentielle. Donc forcément, on en parle et ça intéresse les Français. Ensuite, moi, ce que je constate, c'est que comme beaucoup de conflits, au début, ça passionne tout le monde. Et même si l'Ukraine, c'est un conflit qui est un peu différent des autres parce qu'il est assez proche de nous, ça se joue quand même sur le territoire européen. Mais c'est vrai que là, ça fait 2 mois. Malheureusement, et on s'habitue aux images, on finit par s'habituer aux images de bombardements. Ça a toujours été comme ça dans les conflits. Et donc oui, ça correspond à une réalité. Peut-être la différence, c'est qu'on est aussi impacté quand même. En tout cas, il y a plusieurs pays européens qui sont impactés dans ce conflit-là. Il y a le président de la République qui s'est fortement engagé, donc Emmanuel Macron. Il y a des enjeux aussi pour l'avenir de l'Union européenne. Donc c'est pas non plus un conflit qui se joue à 8000 km ou 10 000 km qui n'intéresse pas les dirigeants européens, puisque on a vu les premiers ministres espagnols et danois aujourd'hui, qui sont allés rendre visite et ils sont allés faire la poignée de main. Mais c'est un enjeu politique, c'est un enjeu politique pour tous les dirigeants européens. Mais vous savez, il y a des conflits lointains qui se rappellent à nous. Je veux dire, ce qui se passe en Afghanistan n'intéressait personne le 10 septembre 2001. Le 11, tout d'un coup, on s'est rappelé qu'il y avait un gars qui s'appelait Ben Laden là-bas et qu'il fallait peut-être garder un œil sur lui. On s'intéressait pas tellement à ce qui se passait au Liban, qui était devenu très confus, jusqu'à ce que vous ayez eu des bombes à Paris, rue des Rosiers, des fusillades rue des Rosiers. Donc là, avec l'Ukraine, on est sûr qu'on a un conflit qu'on ne pourra pas oublier, qu'on ne va pas pouvoir négliger, parce que d'abord, il va y avoir des conséquences
considérable sur un certain nombre de pays du Sud qui vont connaître des émeutes de la faim et autres, et donc il faudra assumer les conséquences politiques et sociales de ce conflit. Vous allez avoir des conséquences économiques directes sur notre quotidien et sur la vie de la ménagère, et sur le pouvoir d'achat qui a tellement obsédé cette campagne. Et vous allez avoir, il y a quand même un risque de démordement, d'escalade, et sans évoquer la Troisième Guerre mondiale et le nucléaire, tactique ou autre, des Russes. On est obligé quand même de garder, de veiller à ce qui est en train de se passer, au déroulement des événements, qui est très inquiétant. Et ça fait 2 mois que toutes sortes de va-t-en-guerre s'excitent et héroïsent le combat des Ukrainiens, en ayant un peu perdu de vue les conséquences, la nécessité qu'il y a de trouver une sortie par le haut. Gilles Montré, la trouver vite. Ancien diplomate à Moscou, c'est aussi votre sentiment ? Il y a un risque, effectivement, que les opinions publiques européennes, occidentales, finalement, s'habituent à ce conflit, s'en désintéressent progressivement, ou en tout cas... Exactement, parce que Poutine l'a dit lui-même. Il a dit, moi je suis... De toute façon, on sait bien, on connaît l'Occident, ils ne vont pas pouvoir tenir dans la durée leur position. Les citoyens européens, américains ne vont pas accepter dans la durée les hausses de prix et le coût de cette guerre, alors que chez nous, dit-il, par ardeur patriotique. Bon, la réalité, c'est que simplement, il n'y a pas d'opinion publique. Nous serons capables de tenir. Et en écho à ça, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères britannique au début de semaine. Il a dit, vous savez, il faut qu'on arrive à penser dans la durée cette guerre, parce que nos opinions publiques doivent rester mobilisées sur ce sujet. Il va falloir dans la durée, on soit capable de les soutenir. C'est pour ça que, comme disait Vincent Hervouet, la question de la sortie par le haut... que Joe Biden qui annonce une aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine, 800 millions supplémentaires, ça ne va pas pouvoir continuer encore très longtemps. Justement, Joe Biden a réuni les industries d'armement américaines pour savoir comment, logistiquement, on est capable de soutenir une aide militaire dans la durée. Et Anthony Blinken, son secrétaire d'État, a dit, vous savez, le conflit, il est au moins jusqu'en 2023. Et ça va être très difficile à accepter pour nos opinions. Et c'est pour ça que cette question de la sortie par le haut, elle est plus importante que jamais. Les Ukrainiens veulent utiliser cette question de Mariupol pour relancer la négociation. C'est peut-être le seul signe d'espoir par rapport à cette situation-là. Ils ont dit, chiche, les Russes, venez à Mariupol, négocions dans cette ville, parce qu'il y a la question très, très concrète, très rapide de comment on va sortir. 3000. Ils sont 3000. Ils sont 3000. Plus les blessés. Voilà. Donc il va falloir négocier cette sortie, les garanties. Cameron avec 50 hommes. Sur le site industriel, on est d'accord. 3000 dans le sous-sol, a priori. C'est ça. Parce que dans la ville, on parle de 100 000 personnes. À Mariupol. On ne sait pas. 100 000, 200 000, 300 000. Ils étaient 540 000, paraît-il, au début de la guerre. Il y a un beaucoup qui sont partis. On ne sait pas combien il en reste. Et en fait, à part les images lépreuses des façades éventrées, on fait finalement, on ne voit pas grand-chose de la vie. Donc il faut des garanties. Donc c'est un élément pour relancer la négociation et bien sûr peut-être réouvrir l'ensemble du débat qui est complètement gelé depuis 15 jours. William Tay du think tank Le Millénaire. La difficulté d'une négociation, c'est qu'en fait, ce que veut le Rassemblement Vladimir Poutine, c'est neutraliser l'Ukraine. Mais pour neutraliser l'Ukraine, il faudrait qu'il renonce à intégrer l'OTAN. Mais pour qu'il refuse d'intégrer l'OTAN, il suppose une garantie, c'est qu'en fait, ils veulent une protection militaire. Mais qui peut apporter une garantie de protection militaire? Si par cas l'Ukraine demande à ce que ce soit les Européens et les Américains, c'est qu'implicitement c'est comme s'ils intégraient l'OTAN, donc on peut pas le faire. Et donc il supposerait en fait du coup, la difficulté c'est en fait de faire intervenir un troisième acteur tiers pour se poser en garant de la neutralité de l'Ukraine en accord défensif au cas où la Russie voudrait intervenir de nouveau. Dans ce cas-là, se pose la question de la Turquie, se pose la question de la Chine, ou se pose la question des pays africains ou du Moyen-Orient. Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est la question du territoire en fait. C'est qu'est-ce que veut Poutine et quel Donbass il veut. Est-ce qu'il veut un Donbass tel qu'il contrôle déjà ou est-ce qu'il le voit sur la question du Grand Donbass? Et tant qu'on n'a pas résolu ces questions, en fait, il y aura toujours une actualité parce qu'en fait, à chacun des moments, à chacune des interventions, les opinions publiques européennes, tant qu'on aura un nouveau conflit, seront alertées sur cette question parce qu'ils sont sensibles sur la question des massacres et donc à chaque nouveau massacre, il y aura une nouvelle donnée parce que Zelensky a joué habilement, c'est une sorte de Churchill des temps modernes, le héros de la démocratie libérale. Donc lui va faire appel à chaque nouveau massacre aux opinions publiques occidentales dans le but à terme d'avoir des meilleures conditions de négociation et surtout dans l'espoir de faire entrer les autres pays comme co-belligérants de cette guerre. Non, parce qu'il y a des éléments qui avaient commencé à se dessiner sur ces points. On sait que ces points sont sur la table depuis le début, qui sont très compliqués. Zelensky avait lui-même fait des ouvertures à la fois territorialement et sur la neutralité. Ces garanties de sécurité, vous avez tout à fait raison, il va falloir garantir que l'Ukraine ne soit pas demain réattaquée, mais elles peuvent être fournies par les Occidentaux. C'est d'ailleurs ça qui était sur la table. Par ailleurs, ça peut passer par une adhésion, ou une perspective d'adhésion à l'Union européenne. Non, la réalité, c'est que sur le terrain,
suite à ce qu'on a vu dans les massacres de Boutcha, suite à l'accumulation des combats et des barbaries sur le terrain, c'est de plus en plus difficile pour Zelensky de pouvoir convaincre sa propre population d'accepter des éléments de compromis pour arriver à cette négociation. Il a dit, je le ferai par référendum. Quand vous avez Boutcha, quand vous avez Borodianka, comment est-ce que la population ukrainienne peut accepter qu'il y ait un statut Louis Dragnel d'Europe 1. Juste une toute petite chose, non mais je suis assez d'accord avec vous, il y a un enjeu de politique intérieure qui se joue et qu'on évoque assez peu, c'est qu'en fait il y a une pression très très forte par les oppositions, des nationalistes, des opposants de Zelensky qui le presse, qui lui dit mais t'es beaucoup trop gentil, tu t'es pas assez exigeant, il faut que tu tendes un peu plus l'élastique dans les relations internationales, et donc il y a quand même cette donnée de politique intérieure. Il faudrait que les dirigeants européens qui se pressent dans l'antichambre du président Zelensky et qui tous lui tressent des couronnes aient un discours de vérité avec les Ukrainiens. Il y a le Turc l'a fait aujourd'hui en disant qu'il était choqué. Il accuse les pays de l'OTAN de vouloir que la guerre dure et que la Russie s'affaiblisse. Et on a entendu effectivement le président du Conseil européen dire il faut que l'Ukraine gagne. Mais il faut peut-être que l'Europe gagne et que la paix revienne en Ukraine. C'est peut-être ça l'objectif quand même. Beaucoup Vincent Herouette, Louis de Ragnel de Europe 1, Gilles Montré, Démocratie, rendons le vote aux citoyens, votre dernier ouvrage aux éditions Odile Jacob et William Tay du think tank Le Millénaire. Merci à tous les quatre. Tout de suite, c'est Stéphanie Loire. Musique, c'est parti. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Patrice Boisfer.